Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette présentation élogieuse, remercier l'Université de Rouen qui nous accueille dans le cadre du cycle de l'Université de toutes les cultures. Cette conférence n'est pas la première que Philippe Cailleux et moi-même donnons sur le quartier juif médiéval de Rouen. Le 21 mars 1990, en effet, nous soulignions déjà les incertitudes de la connaissance et les insuffisances de la recherche menée sur ce thème. Plus de 30 ans après notre intervention, alors que la littérature concernant le sujet a considérablement augmenté en volume, notre constat reste le même, ce qui nous amène aujourd'hui devant vous. Une remarque préalable s'impose avant d'entamer notre présentation. Elle met en jeu deux domaines de compétences auxquels nous nous cantonnerons, à savoir l'archéologie et l'approche historique et topographique du secteur rouennais concerné. Cette conférence utilise les apports des deux intervenants dans un ordre qui n'est pas linéaire, mais se présente de façon imbriquée dans un souci de clarté. La division à deux voix repose, elle, sur une division par moitié du temps. Le secteur qui nous intéresse est situé au cœur de la ville gallo-romaine. L'hypothèse d'une communauté juive présente à cet endroit depuis l'Antiquité, qui a été parfois avancée, est démentie par l'archéologie. La nature des découvertes effectuées dans le secteur depuis 2 siècles indique que nous sommes dans le centre monumental de Rotomagus. De puissantes maçonneries ont été identifiées récemment comme appartenant à un temple. D'autres vestiges correspondent peut-être à une basilique et permettent d'avancer que nous nous trouvons sur ou à proximité immédiate du forum. L'emplacement est intégré dans le périmètre du castrum, c'est-à-dire de l'enceinte militaire du Bas-Empire. Son évolution, durant le Haut Moyen-Âge, nous échappe totalement. L'archéologie ne peut pas non plus dire comment s'est structuré, à partir des XIe, XIIe siècles, le quartier qui nous occupe. La présence d'une communauté juive à Rouen est attestée au XIe siècle par un chroniqueur, Guillaume de Malmesbury, qui rapporte que les Juifs habitant Londres, au temps de Guillaume le Roux, roi d'Angleterre de 1087 à 1100, avait été transféré de Rouen par son père Guillaume le Conquérant, peu de temps après sa conquête de l'Angleterre. Cette présence a laissé des traces dans la documentation historique de 2 manières. D'une part, l'existence de détenteurs de biens immobiliers se mêlant à la population locale en divers lieux de la ville. D'autre part, l'existence d'espaces à caractère communautaire situés dans le secteur étudié. C'est à ces espaces que nous nous intéresserons aujourd'hui. La première mention de la rue aux Juifs est rapportée par une chronique en raison de l'incendie qui, en 1116, part de cette rue et ravage la ville. Il faut également relever l'existence de 2 autres toponymes communautaires que sont la terre aux Juifs et le clos aux Juifs. Ce dernier n'apparaît qu'au début du XIVe siècle. Il désigne un espace placé au nord de la rue aux Juifs et correspond à peu près à l'espace de la cour du palais de justice. On ne peut déterminer si sa clôture est antérieure ou postérieure à l'expulsion de 1306, qui sera évoquée dans quelques instants. Un chroniqueur nous apprend, à la date de 1318, que Estoy-leurs-Moustiers en une place de présent appelée le clos est-juif, terme qui renvoie à un édifice religieux. Relevons qu'un autre toponyme, l'école aux Juifs, expression pouvant aussi désigner une synagogue ou une école, est utilisé à 9 reprises entre 1360 et 1392 pour désigner le clos aux Juifs. Quant à la terre aux Juifs, elle est citée par 4 actes du XIIIe siècle
qui permettent de la situer à l'est de la grande rue de Lourdonne, l'actuelle rue Massacre, et au sud de la rue aux Juifs. L'ensemble initial se trouvait donc de part et d'autre de cette voie. Le 22 juillet 1306, le roi de France Philippe le Bel fait expulser les Juifs de son royaume. Quelques mois plus tard, en février 1307, il concède aux maires jurés et communes de Rouen, comme aux plus offrants, les terres, maisons, cours, jardins, cimetières et autres biens immobiliers appartenant aux Juifs de Rouen au moment de leur expulsion, à Rouen ou dans sa banlieue. Et ce, moyennant une rente annuelle de 300 livres de petits tournois. Relevons que l'énumération n'évoque qu'un seul bien communautaire, le cimetière juif, placé dans un autre secteur de la ville, hors les murs, en la paroisse Saint-Patrice, à l'arrière de la rue Saint-Maur. L'expulsion de 1306 se traduit indéniablement par la perte des espaces communautaires et une disparition de ce secteur, mais non à l'échelle de la ville. En effet, plusieurs mentions dans les 3 dernières décennies du XIVe siècle attestent d'un retour et d'une présence réelle sur la paroisse Saint-Maclou, à commencer par l'existence sur son territoire d'une rue aux Juifs. Cette présence devait prendre fin avec l'expulsion du royaume ordonnée par Charles VI le 17 septembre 1394. Non. L'archéologie apporte, pour le secteur qui nous occupe, des informations exploitables à partir de la charnière des XIe-XIIe siècles. C'est de cette époque que date l'édification de 2 des 5 constructions romanes en pierre repérées dans le secteur. Ces découvertes permettent d'évoquer l'aspect du quartier, marqué au XIIe et XIIIe siècle par la présence d'imposants édifices en pierre. Le plan présenté n'est que partiel et d'autres constructions occupaient l'espace désigné. Le quartier ne se distinguait pas dans le paysage de la ville, mais les édifices reconnus nous intéressent parce qu'ils ont été associés à la communauté juive. Le premier de ces bâtiments est le plus connu. Il a été découvert en 1976 à l'occasion de travaux réalisés dans la cour du palais de justice. Son étude archéologique s'est déroulée dans de mauvaises conditions et la documentation qui nous est parvenue est difficilement exploitable. Avant même d'avoir pris connaissance des résultats de la fouille, historiens et archéologues débattaient de sa fonction en prélevant çà et là les éléments confortant leur position. La présence sur les murs de graffitis hébraïques confirma le lien avec la communauté juive de Rouen. 3 hypothèses furent alors soutenues, parfois avec vigueur. Une école, une synagogue ou une résidence. Aucune d'entre elles ne l'a à ce jour remporté. Une nouvelle proposition combinant mikvé, c'est-à-dire un bain rituel, et synagogue, est venue enrichir le débat ou augmenter la confusion ambiante. Disons tout d'abord que les arguments historiques et archéologiques permettant d'assigner à l'édifice une fonction sont plutôt ténus. Ces caractéristiques sont conformes à ce que nous savons de l'architecture civile romane à Rouen. L'épaisseur des murs, par exemple, 1,30 m, est proche de la normale et ne permet pas de préjuger de l'élévation du bâtiment. À ce jour, 2 types de volumes de construction romane en pierre ont pu être restitués à Rouen. Elles comportaient un cellier partiellement enterré, surmonté d'1 ou 2 niveaux. Une salle sous comble apparent occupe, dans les 2 cas, l'étage supérieur. Aucun argument ne permet de rattacher le bâtiment qui nous occupe à l'un de ces types. Cependant,
l'existence d'une salle sous comble apparent au niveau supérieur est une probabilité raisonnable. La surface de la construction n'a rien d'exceptionnel. La position semi-enterrée du niveau inférieur, l'escalier droit extérieur qui y mène à l'origine et les fenêtres à double ébrasement qui l'éclairent sont courants. Même constat pour l'escalier à vis qui dessert le ou les niveaux supérieurs. Le décor extérieur en fait un édifice remarquable sans être unique dans le paysage rouennais. Au sud de la rue de la Chêne existait au XIIe siècle une maison de chanoine richement ornée. La porte menant à son cellier était également rehaussée d'un décor sculpté et située au débouché d'un escalier droit extérieur. On notera l'absence d'éléments de confort, puits ou latrines. Le défaut de départ de souche au sommet des murs préservés ne signifie pas obligatoirement qu'il n'y ait pas eu de cheminée à l'étage. L'absence de traces de départ de voûte au niveau inférieur attire par contre notre attention. L'ouvrage a connu d'importantes transformations au cours des deux premiers siècles de son existence. Certaines d'entre elles sont dues à l'élévation du sol extérieur qui a entraîné la modification de l'escalier menant à son niveau inférieur. Les maisons romanes étudiées archéologiquement à Rouen ont également connu ce type de remaniement. Cet édifice justifierait à lui-même une conférence. Nous l'aborderons à travers quelques hypothèses récentes qui, de notre point de vue, méritent d'être discutées collégialement et sereinement, surtout du point de vue de la méthodologie. À commencer par celle qui associe mikvé au niveau inférieur et synagogue à l'étage. Une analyse du premier point permettra d'apprécier la validité de cette proposition. En 2019, la Direction régionale des affaires culturelles diligente une prospection géophysique à l'intérieur du bâtiment afin de vérifier l'existence possible d'un mikvé au niveau inférieur. La méthode montre vite ses limites et il n'est techniquement pas possible de sonder le sol au-delà d'une profondeur de 70 cm. L'opération permet, tout au plus, d'évoquer la présence possible de plusieurs murs et, dans l'angle sud-est de la construction, d'une fosse comblée dont l'écho s'atténue vers 50-60 cm de profondeur, c'est-à-dire largement au-dessus du niveau estimé de la nappe phréatique. Ces structures, précise l'auteur du rapport, présentent des orientations totalement différentes de celles du bâtiment. Il est donc difficile de se prononcer sur la présence d'un mikvé. Le géophysicien conclut avec pertinence et sagesse que la réalisation de sondages archéologiques est la seule solution à préconiser pour vérifier cette hypothèse. Réaliser un sondage dans un pareil contexte est une chose simple et nécessite peu de moyens. A-t-il été réalisé depuis la remise du rapport en juillet 2019 ? À notre connaissance, non. On comprend mal depuis la parution, dans l'année qui suivit cette remise, d'articles promouvant l'hypothèse d'un mikvé, illustrés par une proposition de restitution en 3D. Le niveau inférieur du bâtiment était éclairé par 4 fenêtres à double ébrasement aménagées dans le mur nord. Si, extérieurement, elles offrent un aspect classique, leur face interne donne l'impression de baies privées de leur partie supérieure et transformées en soupiraux pour permettre l'insertion de solives d'un plancher. Certains auteurs rattachent ce plancher à l'état primitif du bâtiment. Des arguments a contrario existent.
Au-dessus du niveau d'arasement que l'on retrouve à la même altitude sur le mur opposé, de grosses pierres, dont la finition est moins nette que celle des parements de la salle, encadraient le logement des pièces de bois. Elles rendent peu plausible l'existence de linteaux de pierre qui auraient disparu et auraient supporté les bois au niveau des fenêtres. Ces pierres dénoncent une mise en œuvre peu soignée, sans rapport avec celle du bâtiment initial. Au-dessus de ce niveau, dans l'angle sud-est de la salle, les parements du mur sud ne sont plus chaînés avec ceux du mur est et leurs assises sont décalées. Une anomalie, parmi d'autres, qui témoigne d'un remaniement et permet de penser que le plancher n'est pas d'origine. Alors, nous répondons, si on tient compte des révolutions de l'escalier à vis, la salle aurait eu près de 5 mètres de hauteur. Cette perspective ne nous semble pas plus improbable que celle d'accéder, après avoir emprunté un escalier droit et passé une porte majestueuse, à un espace haut de 2,50 m sous plafond, éclairé par de simples soupiraux. Curieuse façon de prendre contact avec un bâtiment de grande qualité architecturale auquel on prête un statut prestigieux. Car on a prêté à notre bâtiment un accès unique, à savoir la porte ouvrant sur le niveau inférieur. L'architecture civile romane est sur le point des accès codifiés et distingue généralement, dans la région, celui menant au niveau inférieur de celui conduisant à l'étage auquel on parvenait en empruntant un escalier extérieur. Certains de ces escaliers extérieurs, comme vous les voyez sur la diapo, pouvaient être d'une certaine ampleur. Des évidences iconographiques, archéologiques abondent, et on ne voit pas pourquoi la construction qui nous occupe aurait dérogé à la règle. Enfin, comment envisager que la circulation verticale à l'intérieur du bâtiment, auquel on attribue un usage collectif, ait pu se faire par un unique escalier à vis très étroit? La porte à droite de la diapositive fait 50 cm de largeur. Le mur oriental et l'angle sud-ouest du bâtiment ont subi, à une date indéterminée, l'assaut d'un feu violent qui a fait éclater les pierres de son parement. Les chroniques signalent plusieurs incendies ayant ravagé ce secteur de la ville du XIe au XIIIe siècle. On remarque que la base des murs et leurs décors ont été préservés, ce qui a été justifié par le fait que le sol autour du bâtiment s'étant élevé, la base du mur avait ainsi été protégée du feu. Une autre explication a été avancée récemment, celle d'un assaut du bâtiment par les croisés lors des persécutions de 1096. Ces derniers auraient amassé des fagots le long du mur ouest afin d'enfumer les personnes qui s'y étaient réfugiées. On se demande pourquoi s'attaquer à un mur qui ne possédait pas forcément beaucoup d'ouvertures et pourquoi utiliser cette méthode contre une construction conçue sans souci de défense que les baies à la base de ces murs nord et sud rendaient particulièrement vulnérables. Malgré le signalement de couches noires à différents niveaux, les stratigraphies relevées autour du bâtiment dans les années 70 ne permettent pas d'identifier et de dater cet épisode. Elles ne légitiment pas le récit de l'assaut. Alors, pourquoi pas l'incendie de 1116 ou un sinistre plus tardif? L'hypothèse de l'embrasement ponctuel d'une ou plusieurs constructions en matériaux légers, proches ou en appentis, a peut-être été trop rapidement écartée. À moins de 20 mètres à l'ouest du bâtiment, les vestiges d'une seconde construction n'ont guère attiré l'attention des chercheurs.
Révélée en 1976 par l'effondrement partiel de sa voûte, elle a immédiatement été qualifiée de cave. Elle ne nécessitait donc pas un intérêt particulier. C'est bien plus tard que l'on a compris que nous étions en présence du niveau inférieur d'une seconde construction romane en pierre. Trop tard pour, techniquement, faire une fouille sur son pourtour, révéler la face externe de ses murs et l'inclure éventuellement dans la crypte projetée. Une lacune qui nous pénalise d'autant plus que la présence d'une autre construction proche est suggérée dans les notes de Dominique Bertin. On cherche rapidement à la cave une fonction. L'hypothèse d'un mikvé est démentie par une fouille réalisée en 1980. On la retrouve néanmoins régulièrement dans les publications. La fouille a permis d'avancer que la cave avait été édifiée vers la fin du XIIe siècle. La date de son abandon n'a pas pu être précisée. Un graffito hébraïque a été retrouvé sur une paroi de l'escalier intérieur qui permet d'y accéder. Une découverte effectuée à cette époque attire notre attention. Celle d'un enfouissement volontaire au droit d'une niche et à la base du mur sud, d'un vase globulaire déposé sur un pavé. Quelle solution accorder à ce geste? On peut peut-être avancer l'hypothèse d'un dépôt de fondation. Alors, je vais prendre la suite. En 1982, oui, on peut, si tu peux, voilà. En 1982, le ministère de la Justice entreprend la construction d'une extension du tribunal de grande instance sur un vaste terrain situé au sud de la rue aux Juifs. Les travaux sont interrompus par la découverte de puissantes maçonneries étudiées au cours d'une fouille réalisée au printemps. Les méthodes de travail se sont un peu améliorées depuis 1976 et une séquence stratigraphique en contact avec l'un de ces murs apporte des renseignements précis sur l'histoire de la construction. Elle révèle que cette dernière a été édifiée vers 1100, qu'elle était encore occupée à la fin du XIIIe siècle et que sa démolition totale est intervenue au plus tard dans la première moitié du XIVe siècle. L'étude des vestiges a permis de retrouver le plan originel du niveau inférieur de la construction. Il s'agit d'un parallélépipède long de 17,50 m et large de 10 mètres. On est frappé par la puissance des murs, 2,50 m de large pour le mur sud et 1,70 m pour les autres côtés. Ces dimensions ont permis l'aménagement dans la maçonnerie d'une fosse de latrine au sud, accessible depuis le ou les étages, et d'un puits à l'est, desservant également le ou les niveaux supérieurs. Les murs sont parmentés extérieurement et intérieurement par un moyen appareil très soigneusement mis en œuvre. Contrairement à la majorité des constructions contemporaines recensées à Rouen, ce niveau n'était pas semi-enterré, mais de plein pied. Les murs étaient aveugles et le couvrement de la salle est inconnu. D'importantes modifications interviennent au cours du XIIIe siècle. Le sol intérieur est tout d'abord décaissé d'1 mètre. On insère, dans le volume ainsi créé, une voûte en plein cintre, épaulée par une série d'arcs doubleaux. À l'est, un escalier comportant au moins 13 marches est situé pour partie hors d'œuvre, le relie à l'extérieur. Dans l'angle sud-est, un percement comportant en partie basse une série de gradins correspond peut-être à une fenêtre ouverte vers le mur sud. Un cellier enterré est accolé au mur nord de la construction. Cette structure, très partiellement étudiée, offre des similitudes avec les celliers à niche latérale courants dans la région à partir du XIIIe siècle. À l'ouest du chantier, un mur large d'1 mètre a été reconnu sur une longueur de 19 mètres de long.
sans que ses limites aient été retrouvées. Il est contemporain de la construction romane, sa mise en œuvre est cependant un peu moins soignée. Nous retiendrons l'hypothèse d'un mur de clôture en constatant la modestie de ses fondations, qui vont d'un blocage grossier de petits blocs à un simple niveau de calcaire damé. Le mur délimite un espace privatif, occupé au moins au XIIe siècle par des bâtiments légers. L'édifice est particulier dans le corpus des constructions romanes recensées à Rouen. Il est remarquable par la puissance de ses murs, son niveau inférieur est de plain-pied et surtout totalement aveugle. L'aspect extérieur du bâtiment déroge lui-même à la règle. À la base des murs, un glacis remplace l'habituel et élégant ressaut chanfreiné. Ces points pourraient relever d'un certain souci de sécurité. Les occupants sont autonomes du point de vue de leur approvisionnement en eau et possèdent des latrines. Il ne nous semble pas illégitime d'avancer ici l'hypothèse d'une maison forte. La domus fortis est un élément du paysage des villes de la France du Nord au XIIe et XIIIe siècle. L'épaisseur inhabituelle du mur de clôture à l'ouest pourrait également en faire un élément de protection. Intéressons-nous maintenant aux tenants de cette vaste parcelle. Le premier nom très vite évoqué fut celui de Bonnevie, représentant d'une famille juive très aisée, résidant à Rouen à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. Il est cité à plusieurs reprises par des actes du XIIIe siècle, comme voisinant au nord un terrain délimité à l'autre bout par la rue du Gros Horloge, alors rue Courvoiserie, et à l'ouest par le cimetière de Notre-Dame-la-Ronde. L'incertitude de cette attribution réside d'abord dans l'absence de texte portant directement sur les biens de Bonnevie. Elle réside encore dans la profondeur des parcelles depuis la rue Courvoiserie au XIIIe siècle. Sous le bâtiment B1, il y a 38 mètres disponibles. Sont-ils déjà occupés avec des propriétaires en arrière de celles bordant la rue, comme c'est le cas au XIVe siècle? Une réponse positive placerait la terre de Bonnevie entre la parcelle du 31-33 et la rue. Une réponse négative ferait du dit Bonnevie le détenteur du bâtiment B3. Lorsqu'il apparaît dans la documentation, en avril 1285 ou 1286, puisque ça tombe sur un mois où la date de Pâques ne permet pas de déterminer avec certitude l'année, ce bâtiment B3 est alors aux mains de Jehan du Change, probable maire de Rouen l'année précédente. Déjà détenteur d'un bien en la rue aux Juifs, il se porte acquéreur d'une parcelle de l'autre côté de la même rue, cédée par le bailli de Rouen représentant le roi. Ce dernier lui accorde en outre le droit d'édifier un travers de rue pour relier ces deux terrains en passant par-dessus le pavement. Après plusieurs mutations, la partie au sud de la rue appartient à Jean de Nonancourt, chanoine et archidiacre du Vexin français, qui en 1348 la donne à la fabrique de la cathédrale, qui l'utilise comme résidence canoniale. L'édifice roman, déjà détruit, a laissé place à un nouveau manoir de pierre que la documentation de la fin du XIVe et du XVe siècle situe en bordure de la rue du Bec, cette fois-ci, comprenant au moins 2 niveaux voûtés et superposés. Donc pour simplifier, on est passé d'une orientation nord-sud à une orientation est-ouest. Une certitude à son propos, B3 ne faisait pas partie des biens confisqués. Se trouvait-il à l'intérieur de la terre aux Juifs? La présence d'un mur de clôture à l'ouest nous pousse à répondre par les négatives à cette question. Je vais m'excuser un instant. Voilà, pardon, excusez-moi, petit rhume traînant comme beaucoup d'entre vous doivent avoir. Malheureusement, c'est l'époque qui veut ça. Alors, on va maintenant parler du bâtiment B4 en se posant la question, le bâtiment B4 appartient-il au clos aux Juifs? De cette habitation placée en bordure de la rue Saint-Lô, il ne subsiste plus qu'une bonne partie du niveau inférieur,
aujourd'hui conservé dans les sous-sols de l'élève du palais de justice. Premier document. Je vous ai mis des petits numéros dans les coins des images quand il y en avait plusieurs. De forme légèrement trapézoïdale, ce niveau mesurait extérieurement 12,50 m dans sa plus grande longueur et 5,70 m de large. Orienté nord-est-sud-ouest, voûté d'arêtes sur doubleau, qu'on voit dans le deuxième document, il était à l'origine semi-enterré et présentait une hauteur sous voûte de près de 4 mètres. Éclairé par 5 fenêtres percées dans le mur ouest, la pièce communiquait avec la rue Saint-Lô par un escalier droit occupant son angle nord-est. Sa construction est à placer au XIIe siècle. La maison était la propriété, à la fin du XIVe siècle, de Raoul de Guiffard, un tabellion rouennais, et de sa femme. Or, ce même Raoul de Guiffard est cité dans un dénombrement des biens tenus par la ville de Rouen et établi en 1394 par le bailli de Rouen. Le clos aux Juifs se trouvait alors borné à l'est par le nommé Raoul de Guiffard et quelques autres, expression désignant ses voisins placés plus au sud. Les actes se rapportant à ce tènement confirment ce fait. Bordé d'abord par le clos, il l'est ensuite par le Neuf Marché, quand celui-ci s'installe dans la cour du palais de justice actuel, pour simplifier, puis par le palais du Parlement en 1525. Jacques Lelieur nous a laissé une représentation de cette maison de la rue placée après les bâtiments du palais royal. C'est le troisième document. On peut y observer, à l'arrière-plan, les maisons des quelques autres évoquées par le texte de dénombrement du bailli. Il est donc possible d'affirmer que cette parcelle se trouvait à l'extérieur du clos juif. La présence des 5 fenêtres du mur ouest laisse supposer qu'elle s'étendait un peu plus à l'ouest dans son état initial. Alors, autre question, et cette fois-ci c'est le bâtiment qui est numéroté B5 traditionnellement. Question à se poser, s'agit-il de la synagogue médiévale de Rouen? S'il ne reste plus de vestiges de cette construction, démolie en 1886, il subsiste néanmoins plusieurs témoignages de son existence. Rondeau de Sétry décrit ainsi ce qu'il appelle la synagogue des Juifs. Elle se voit à l'entrée de la rue aux Juifs, à droite, en revenant du marché neuf. C'est un grand pavillon de pierre presque carré qui a 2 étages voûtés, dont l'intérieur est un demi-souterrain de 19 pieds d'élévation, ce qui fait environ un peu plus de 6 mètres. Le niveau inférieur, en cours de destruction, est lui connu par un dessin effectué au crayon par M. Delasserre, c'est le document 1, et Eustache de la Carrière en a laissé la description suivante, qui est en tout point conforme à l'image. Il consiste d'abord en une salle longue de 24 pieds et demi, soit près de 8 mètres, large de 16 pieds et demi, soit environ 5 mètres 30, et haute de 19 pieds et demi, environ 6 mètres 30. Cette pièce, solidement construite en pierre de taille, est enfoncée de 10 pieds au-dessous du sol, soit environ 3 mètres 20. Il est à remarquer que sur cette profondeur, 6 pieds du pourtour, un peu moins de 2 mètres, sont construits en pierre non parée. Ils sont visibles sur le dessin. La voûte est faite en moellon. Les murailles ne présentent d'autres ouvertures que 2 meurtrières du côté du midi vers le haut. Alors, ce qui a beaucoup déconcerté, c'est l'écart entre les 2 documents qui vont se succéder. Donc, ces meurtrières sont visibles, et on va insister sur les meurtrières, donc elles sont bien visibles dans le mur sud, encore en élévation, au moment de la destruction du bâtiment. Le reste est détruit, mais le mur sud est resté debout. L'accès à ce niveau n'est pas dessiné, ni mentionné dans les descriptions, ce qui laisse supposer qu'il se trouvait du côté nord, à l'arrière du dessinateur. On arrivait à l'étage supérieur par un escalier placé au dehors. Un document dressé en 1738 par Vernis, menuisier rouennais, c'est le 3e document, nous livre le plan de cet étage ainsi décrit par Eustache de la Carrière.
Divisé en plusieurs pièces, il ne présente rien de curieux. La voûte qui termine l'édifice n'est séparée de cet appartement que par un plancher fort bas. Elle est un peu ogive et faite de blocages. On y aperçoit encore de légers fragments de peinture à fresque. On doit le renflement du mur est à l'existence d'un puits placé dans la muraille, reconnaissable à la couleur verte utilisée par le menuisier Vernis pour indiquer la présence de l'eau. On trouve à plusieurs endroits sur son plan de l'hôtel de ville mention d'eau, d'abord à la fontaine qui était au bout de la chapelle, et puis ensuite dans les cours de l'hôtel de ville, on trouve des mentions en vert, ce qui signifie la présence de l'eau. 2 fenêtres à simple ébrasement percent les murs sud et ouest. Et là, vous avez un des éléments qui ont gêné les gens qui pensaient avoir affaire au même niveau de plan, et donc qui pensaient que les 2 documents étaient incompatibles entre eux. Mais en fait, le premier document correspond au niveau inférieur et le deuxième montre le niveau supérieur, ce qui explique que cette fois-ci, les fenêtres sont positionnées différemment, enfin, elles le sont. Les murs nord et sud présentent une épaisseur assez remarquable, puisque dépassant les 1,60 m, alors que les 2 autres approchent les 1,40 m. Dessins, plans et descriptions évoquent une construction du XIIe siècle, remaniée au XIIIe siècle. Alors, merci. Cet édifice prenait place dans une grande parcelle, occupant l'angle des rues aux Juifs et d'Ourdonne. La rue d'Ourdonne, ou Grande rue d'Ourdonne, s'appelle aujourd'hui la rue Massacre, et qui appartenait aux chanoines de Notre-Dame-la-Ronde, église dont l'existence est avérée dès le dernier quart du XIIe siècle, en bordure de la rue du Gros-Horloge, un petit peu plus à l'est. Pardon, excusez-moi. Ils détiennent cette parcelle dans la première moitié du XIVe siècle, mais on ne peut pas dire depuis quand. Donc, on sait qu'ils sont là dans la première moitié du XIVe, mais on manque de documents permettant de montrer qu'ils étaient là auparavant. Les pièces de la fin du Moyen-Âge et du XVIe siècle sont silencieuses sur l'existence d'une synagogue. Il y a des baux, il y a des pièces. Il faut attendre le début du XVIIe siècle pour la trouver mentionnée dans les baux et dans les plans. Il est dès lors naturel de s'interroger sur la pertinence de cette indication que Stache de la Carrière désignait déjà en 1821 comme tradition probablement fausse. Alors que de nombreux édifices en pierre étaient attribués aux Templiers, leur proximité d'une rue ou d'un quartier juif leur valait de se voir attribuer un rôle de synagogue par la tradition. C'est le cas notamment pour la Normandie, à Breteuil et à Évreux, par exemple. Pour Breteuil, le journal de Rouen, en date du 7 janvier 1864, évoque une maison romane détruite, c'est le premier document, au coin de la Grand Place et de la rue aux Juifs, comme étant l'ancienne juiverie ou synagogue. La tradition locale est évoquée en l'absence de toute autre justification, voire le document 2. Pour Évreux, le dossier est encore plus mince, la référence provient d'une revue, l'intermédiaire des curieux et des chercheurs, qui, après un appel d'un lecteur en 1869, c'est le document que je vous ai mis en haut, publie l'année suivante une réponse d'un autre lecteur rapportant à propos de la rue aux Juifs: dans les dépendances d'une usine située dans cette rue est un bâtiment appelé encore aujourd'hui l'ancienne synagogue. Là encore, les données manquent. Et les seules références qui vous sont données, c'est ceci. C'est la réponse d'un lecteur qui dit là, il y avait une synagogue. Merci. Alors, sommes-nous en présence d'une représentation de B5 sur le livre des Fontaines? Le bâtiment, c'est le numéro 1, je voulais encadrer en rouge, enfin entouré en rouge, pardon. C'est l'hypothèse de Norman Golb qui relève, à propos de la rue aux Juifs, telle qu'elle est représentée sur le plan
de Jacques Lelieur. En allant d'ouest en est, on aperçoit, juste après la 6e maison, un édifice plus élevé, apparemment une sorte de tour, qui semble porté par un bâtiment d'un style architectural différent de celui des maisons. Il ajoute, c'est approximativement à l'extrémité de ce bâtiment, surmonté d'une tour, qu'on perça entre 1525 et 1655 la nouvelle rue Massacre, perpendiculaire à la rue aux Juifs. Le plan de Jacques Lelieur présente en fait l'angle des deux rues, en dessous du Palais Royal, dont on voit les bâtiments tout à gauche. Donc, la première, on voit deux rues. La première qui le longe, ce palais, est appelée dans cette portion la rue du Pèlerin, en raison d'une enseigne du même nom, qui est d'ailleurs très soigneusement dessinée par Jacques Lelieur, où, si vous regardez bien, il y a un petit personnage, on voit son bâton de pèlerin. Donc l'enseigne est dessinée. Il s'agit en fait de la rue aux Juifs. L'indication « la boucherie de Massacre » est portée par la seconde, qui mène de l'extrémité ouest du palais à la porte Massacre ou grosse horloge. Il s'agit bien de la rue Massacre, encore appelée rue d'Ourdonne ou grande rue de Dourdonne. Elle existe alors depuis plusieurs siècles et n'a nullement été percée entre 1525 et 1655. La tour représentée se trouve donc non pas à proximité immédiate de l'angle des rues, mais plus loin dans la rue aux Juifs, parmi les maisons appartenant à l'hôtel de ville, et ne correspond pas au bâtiment B5, comme le plan en numéro 4 l'indique, puisque j'ai mis en rouge le bâtiment B4, et l'axe de la vue, et B4 se trouve très près de l'angle de la rue. B5, pardon, excusez-moi. Merci. On notera par ailleurs que cette tour n'est pas sans évoquer un escalier hors d'œuvre surmonté d'un oriole. Une telle représentation n'est d'ailleurs pas unique. Une seconde apparaît parmi les maisons bordant la rue de l'Aumône, maintenant rue des Fossés Louis VIII. C'est le petit document 5 où on voit là également dépasser ce qui peut ressembler à un oriole. Vas-y. Un des derniers points que nous abordons, c'est la question de la fonderie des Juifs à Rouen. Y a-t-il eu une fonderie des Juifs? Alors, la réapparition de la mention d'une fonderie des Juifs à Rouen dans les actes d'un colloque franco-anglais édité et publié chez Brepols en 2013 nous oblige à revenir aujourd'hui sur ce point. Lors de la conférence tenue en mars 1990, qu'a déjà évoqué Dominique Pitt, nous avions souligné que cette indication de Norman Golb, dans son ouvrage « Les Juifs de Rouen au Moyen-Âge, portrait d'une culture oubliée », relevait d'une erreur de lecture et qu'il fallait lire « La fonderie des Suifs ». Ce dernier avait répondu par voie de presse, je cite, c'est l'article que vous avez ici, « La fonderie aux Juifs, précisément écrit dans le plan du XVIIIe siècle, n'est certainement pas une fonderie aux Juifs, dans la même mesure que la rue aux Juifs n'est certainement pas une rue aux Juifs. » Alors, le plan évoqué est celui de Vernis, vous en avez une représentation. La partie concernée, c'est représentée par la flèche jaune. Donc, la lettre S majuscule est utilisée en première lettre des mots, et elle est identique pour les mots salle, suif, salle des officiers subalternes, ou encore sergent de la ville. Non loin de la fonderie des Suifs, où on les fabriquait, se trouvait logiquement le magasin des chandelles. L'existence d'une fonderie des Juifs est donc non fondée. Concluons notre propos en évoquant les perspectives qui s'offrent à la recherche. Du point de vue archéologique, les possibilités de nouvelles interventions sont plutôt limitées. La cour du palais de justice et la voirie sont, pour des raisons diverses, quasiment inaccessibles à la fouille. La partie au sud de la rue aux Juifs ne présente que peu d'opportunités. Une relecture des données de fouille des années 70 apporterait, elle, peut-être quelques lueurs
mais nous doutons qu'elle soit décisive. La documentation historique est vaste et la recherche n'est jamais achevée. Parmi les priorités figure une publication appuyée sur l'ensemble des actes médiévaux concernant l'îlot du 31-33 de la rue aux Juifs et une recherche complémentaire portant sur le ténement des chanoines de Notre-Dame-la-Ronde. La recherche sur le quartier juif de Rouen souffre d'un mal profond. Il s'agit de la dispersion des individus, groupes ou chapelles qui écrivent sur le sujet, parfois dans l'ignorance des autres. L'intérêt, c'est de plus focalisé à tort sur un seul bâtiment qui fait l'objet aujourd'hui d'une sorte de foire aux idées. Le quartier juif de Rouen mérite beaucoup mieux. Je vous remercie de nous avoir écoutés.